Oh, c'est pas très grave. Bonjour, cher public. Merci d'être là dans ces conditions. Vous voyez, on voit des bons hommes à côté de vous, dessinés, vus de là. Voilà, il y a un humain, un bonhomme. Donc, merci beaucoup d'être là. J'ai l'immense privilège aujourd'hui, avec mon collègue Guillaume Braquet, d'accueillir Madame Masha Makeyef, que vous connaissez tous, puisque vous avez eu le privilège de travailler sur ses œuvres. Alors, Masha Makeyef, je vais la présenter, même si ce n'est pas vraiment la peine, mais quand même. Donc, elle est écrivain, dramaturge, metteur en scène, plasticienne, costumière et décoratrice de théâtre, entre autres. Masha, depuis 2011, vous êtes directrice du théâtre de la Criée à Marseille. C'est le centre national, le centre dramatique national. Vous avez été directrice artistique du théâtre de Nîmes de 2003 à 2008. Alors, vous avez créé plus de 20 spectacles avec Jérôme Deschamps au sein de votre compagnie Deschamps et Makeyef. On peut nommer La Veillée, Lapin Chasseur, Les Pieds dans l'eau, Les Petits Pas, Les Étourdis, Les Précieuses Ridicules, L'Affaire de la rue Lurcine, La Méchante Vie, par exemple. À l'opéra, vous avez également mis en scène avec Jérôme Deschamps des œuvres comme Les Brigands, d'Offenbach, L'Enlèvement au sérail. Il y a eu Mozart Shortcuts aussi. Il y a eu La Veuve Joyeuse à Lyon. Il y a eu L'Étoile, Le Bœuf sur le toit, Les Mamelles de Tirésias, entre autres. Vous êtes également connue pour avoir été la co-créatrice des Deschiens. Donc les Deschiens, à partir de 1994, vous avez créé avec les Deschiens, Masha, des personnages qui ont marqué la France entière, qui ont marqué une époque. C'était ce qu'on appelait à l'époque la grande époque Canal. Mais vous avez su créer avec les Deschiens, vous avez créé une esthétique qui a véritablement, je pèse mes mots, marqué la France. Une série dramatique drôle, originale, une esthétique que l'on qualifierait de décalée. On disait à l'époque que Canal était décalé, d'ailleurs. C'était un mot qui revenait beaucoup, mais qui a su toucher le cœur de la contemporanéité, en rassemblant les exclus de la société et ceux qui savent et qui décident, et en montrant que tout cela n'était guère aussi simple. Donc voilà, vous avez créé les Deschiens. Vous avez fondé également avec Jérôme Deschamps et Sophie Tatichef en l'an 2000 les films de mon oncle, consacrés au rayonnement international de l'œuvre de Jacques Tati. Donc ça c'est important, je pense, parce que l'œuvre de Jacques Tati, on sent votre proximité avec Jacques Tati beaucoup. Et vous avez au cinéma également participé à la réalisation d'un film d'animation sur la véritable histoire du Chaboté. Vous avez été commissaire d'exposition, scénographe, vous êtes plasticienne, vous mettez en scène vos propres expositions. Donc nous espérons aller voir l'exposition qui vient juste d'ouvrir, qui est Trouble Fête, ensemble avec le public qui est là aujourd'hui. Voilà, donc vous avez exposé en tant que plasticienne dans des lieux comme la Fondation Cartier, le Musée des Arts Décoratifs de Paris, à Chaumont, dans ce magnifique espace jardin et espace d'exposition, à la Villette, à Nîmes, etc. Et vous publiez des essais régulièrement. Vous avez publié des essais qui donne une résonance et explicite en fait votre démarche artistique, donc sous une forme écrite. Donc par exemple L'amour des choses, J'apprivoise l'invivable, Le nouveau bréviaire pour une fin de siècle, Poétique du désastre, Beau reste. On a aussi le récit immobile, une conversation avec Hervé Castanet, et puis on a Zone Céleste.
aujourd'hui, dont nous allons parler ensemble. Voilà ce que je peux dire pour vous présenter brièvement. Donc, Guillaume, Oui, alors on en vous pouvez parlait tout à l'heure, continuer. je vais dire quelques mots sur votre œuvre, du moins sur une partie de votre travail. N'hésitez donc pas à prendre la parole, à donner votre éclairage, c'est votre travail, hein, donc vous sentez-vous libre. Donc Laurence vient de présenter certains de vos ouvrages, donc notamment dans Poétique du désastre, qui est paru en 2001, à l'occasion de votre pièce avec Jérôme Deschamps, La Cour des Grands. Vous évoquez dans Poétique du désastre le théâtre comme remède au chaos de la vie, comme remède aussi au désastre dont on sait de toute façon qu'il va avoir lieu. Et pour dire le désastre, se crée une poétique de l'incomplet, de l'ellipse, une poétique attachée à ne pas donner toutes les clés. Et vous évoquez aussi un élément majeur sur lequel on va très certainement revenir dans la discussion, qui est votre rapport à l'objet, votre pratique du glanage. Vous écrivez « Je m'épuise dans des récoltes ingrates, malpropres, loin de chez nous. Je fuis le confort, la confidence, vers des lieux sordides, des rencontres fortuites. » Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, Macha Makaya, sur ce travail? Oui, bien sûr. Avant de répondre vraiment à votre question, Guillaume, je voulais d'abord remercier Laurence, remercier France désormais, vous remercier Guillaume, remercier le TNP, l'équipe du TNP et Jean Bellorini qui nous ont vraiment mis en contact aussi. Et Félicity qui est avec moi, qui représente La Criée, le théâtre que j'ai le grand plaisir de diriger encore. Et voilà, quand j'ai entendu tout ça, je me suis dit, oh là là, le temps a passé, c'est fou, cette histoire. Et pourtant, de façon assez carolienne, je vois pas du tout le temps comme une ligne, comme quelque chose qui a avancé comme ça, mais comme quelque chose comme une superposition du temps. Parce que si l'on évoque les spectacles, les expériences artistiques qui se sont accumulées, parce que au fil des ans, mais j'ai toujours l'impression que, par exemple, l'enfance ne passe pas, que c'est un empilement, que le temps est un empilement et pas du tout un vecteur avec un début et une fin. Et que, comme des plaques tectoniques, les choses sont là qui étaient déjà, apparaissent, qui étaient déjà au fond juste on ne les voyait pas et elles remontent à la surface. Et voilà, c'est ça évidemment, c'est assez intimidant d'entendre un portrait de soi, mais je pensais au temps et je pensais à ce privilège du temps que l'on a et au fond, quelle forme on lui donne et comment on le restitue. Et au théâtre, on a ça. Au théâtre, on a le fait que cet instant de fiction qui est là devant vous, l'heure et demie, ou les 2 heures, ou les 4 heures pour d'autres, il y a un espace-temps très étonnant. Il me semble avoir aperçu dès l'enfance, toute petite, et ça n'a rien à voir avec la précocité et toutes ces choses, je ne parle pas du tout de ça, je parle d'une intuition première qui est toujours là, absolument comment dire, énergique et revendicatrice en moi. Et, je me suis aperçue que cet espace-temps du récit, cet espace-temps qui faisait que avec quelque chose ramassé, des débris ramassés par terre, on se mettait à raconter une histoire que à cause de ces choses se construisait. Eh bien, le temps était là, il existait un autre temps que celui qu'on nous racontait dans les calendriers, dans la rythmique de l'école, dans la rythmique du monde, le dimanche, etc. Et tout ça me paraissait très imposé, et qu'à côté de ce temps-là existait un autre temps, un autre espace-temps, cet ailleurs. Et cet ailleurs, pour rebondir sur ce que vous désignez en parlant du désastre, déjà dans la petite enfance, dans l'effroi de l'enfance, dans l'incompréhension de l'état du monde et des adultes tels qu'ils le voyaient et le concevaient, cet espace-temps, c'était des moments absolument d'échappatoire. C'est des moments qui me sauvaient et qui, me semble-t-il, en sauvaient certains autres. Et
Après, la littérature est arrivée. Bien sûr, je me suis vu qu'il y avait, j'ai bien vu qu'il y avait d'autres qui, bien avant, avaient des espaces-temps comme ça absolument magnifiques qui faisaient que, que quelque chose qui pourrait nous ravager est en suspension pendant un certain temps. Alors effectivement, il y a la peinture, il y avait plein de façons de repousser ce désastre-là pendant 1 heure et demie, 2 heures. Et le théâtre est au bon endroit de ça, parce qu'il réinvente cet espace-temps. Et puis parce que quand vous entrez dans une salle de spectacle avec un anonyme à gauche, à droite, et un face-à-face avec la même consommation pour tout le monde, pour de vrai, dans nos corps, quand on va se quitter, on aura 1 heure et demie de plus ensemble. Dans cet espace-temps-là, le désastre est reculé comme en suspension. Et la représentation du désastre qui est le plateau, parce que c'est rare qu'on fasse un spectacle et que il y a très peu de spectacles où le plateau n'est pas un peu ravagé quand même. Il y a le désordre s'y installe alors que la mise, qu'on appelle la mise au théâtre, c'est-à-dire justement l'emplacement de chaque objet, euh, dans mon théâtre particulièrement, dans un rituel maniaque, à la fin de la représentation, tout est bousculé, tout est par terre. Donc voilà, cette représentation du désastre fait qu'après, la vie est plus supportable et que cet ailleurs nous habitera tout le temps et fait que c'est supportable. Et c'est pour ça que, notamment à la Criée, nous multiplions les premières fois pour les enfants, mais aussi pour les adultes. C'est vraiment une philosophie de la première fois parce qu'il y a plein de populations qui sont privées de cette expérience de l'espace-temps qui fait qu'après, la vie, on va la regarder d'une façon plus décalée et notre imaginaire nous appartiendra définitivement et sera comme un contrepoison à plein de choses, mais aussi comme un lieu de rêverie qui n'appartiendra qu'à nous et que personne ne pourra préempter. On peut nous interdire beaucoup de choses. En ce moment, c'est voir le paysage. Il y a une plastique de l'interdit. Eh bien non, notre imaginaire, personne ne va pouvoir y mettre la main. C'est pour ça qu'il est urgent d'ouvrir les théâtres, il est urgent de nourrir cet imaginaire, parce que l'imaginaire, tout son corollaire, c'est le partage. Voilà. Et peut-être que je vais un peu vite. Non, c'est très bien, merci beaucoup. Et alors, justement, par rapport à cette question de l'imaginaire, vous avez, en ce moment, vous venez d'ouvrir l'exposition, l'installation Trouble Fête, collection curieuse des choses inquiètes, qui fait partie donc de votre triptyque, puisque c'est une installation que vous avez d'abord présentée à Avignon, à la Maison Jean Vilar en 2019, et qu'on peut voir à nouveau depuis le 19 mai au Musée des Tapisseries à Aix-en-Provence. Et vous avez donc initialement créé cette installation en parallèle avec la pièce Lewis versus Alice et avec l'ouvrage Zone Céleste. Et je crois que dans cette pièce, dans cette installation, pardon, il est aussi beaucoup question de l'imaginaire, de votre imaginaire. Est-ce que vous venez d'ouvrir donc cette exposition? Est-ce que vous voulez dire quelques mots justement Oui, bien sûr, quand Laurence disait toutes les activités, la mise en scène, les décors, les costumes, mais au fond, c'est le même geste pour moi. Je défends vraiment une idée qui m'est très chère, c'est que l'art, il n'y a pas le théâtre est un art plastique. Voilà. Et donc, à l'intérieur de cet art plastique, il y a les sonorités du texte, il y a toute forme de l'intelligence, mais il y a aussi. Et donc, quand je travaille pour le théâtre, et l'exposition, l'installation que vous désignez, c'est un récit immobile, c'est du théâtre arrêté, où en fait l'acteur et le visiteur, la visiteuse qui traverse cette histoire et qui va ramasser quelque chose, être ému par quelque chose, être touché par quelque chose, et la part de son imaginaire va se développer, va venir à la rencontre du récit. Mais tout ça, c'est le même geste. C'est-à-dire que quand j'ai l'occasion de monter un spectacle ou même d'y penser, bien sûr, par exemple, voilà, à la Criée, je monte surtout des textes, parce que c'est un centre dramatique national et ça fait partie de mes missions. Mais pour moi, le texte, une fois que j'ai bien étudié, etc., c'est la sonorité des mots, etc., le sens, une fois le sens acquis, c'est une des données plastiques. Et il n'est pas particulièrement privilégié par rapport à
à tout ce qui est rétinien, à tout ce qu'on va pouvoir entendre en dehors du texte, le son, la musique, le bruit des corps. C'est pour ça que le théâtre est vraiment un art plastique dans sa globalité. Et c'est pour ça que je suis allée à la rencontre du théâtre, parce que moi, ce que j'aimais, évidemment, c'est la poésie et la peinture. Quand j'étais petite, je connaissais surtout ça. Hein. Je n'allais pas beaucoup au théâtre. Et je suis allée au théâtre parce que il me semblait que j'avais lu un livre sur les ballets russes, que sur scène, il y avait tous les arts. C'était un peu naïf, hein. Mais après tout, voilà, le geste théâtral, c'est un geste plastique. Et qui en plus induit l'autre, c'est-à-dire l'acteur est aussi un artiste qui s'intègre au processus plastique. Et ça laisse la place à l'autre aussi. Et ça casse une solitude du travail artistique. Moi, j'avais une grand-mère pianiste et je voyais qu'il y avait des enfants qui venaient prendre des cours, comme ça, ils étaient sur leur tabouret, dans une absolue solitude. Alors évidemment, ce qui se produisait, c'était très bien. Hein. Moi, j'aimais bien entendre le piano. Puis je me disais, mais c'est quoi cette vie de solitude comme ça, avec éventuellement une mère à côté qui vous regarde comme ça. Et donc le théâtre m'est apparu justement comme le lieu de l'autre. L'autre en face, mais l'autre à côté, et l'autre avec. Donc voilà, et redites-moi votre question, parce que j'ai fait un, Oui. j'ai fait un petit détour, mais Ma question généralement portait ça sur répond. votre installation. Voilà, et l'installation, c'est ça en fait. L'installation, ça procède de la même chose, mais il se trouve que quand je fais un spectacle, j'ai plein d'objets, d'accessoires, c'est eux qui sont là en premier. En même temps que je travaille le texte, ils arrivent dans l'atelier, la salle de répétition, à la criée la fabrique. Il y a une espèce d'atelier là-haut sous les toits où nous travaillons. Et ils sont là, ils se présentent, je les reconnais, je les cherche obsessionnellement, mais ils sont premiers. Et puis après, quand j'ai fait le spectacle, tous ne seront pas élus pour être sur la scène. Et ça s'est produit comme ça dès le premier spectacle. Hein, le premier spectacle, je ne construisais pas de décor, mais il y avait seulement des objets. Quand je travaillais avec Jérôme notamment, j'apportais des objets, on les mettait sur scène, on regardait, ça créait un espace, ça créait une relation avec les acteurs, une inquiétude, et une géographie étrange, une sacralité aussi, parce qu'un objet sur scène, c'est pas un objet dans la salle. Et donc, ces objets-là, il y en avait qui n'étaient pas élus. Ils n'allaient pas être célébrés comme les autres. Généralement, effectivement, ce sont des objets déclassés qui racontent aussi le déclassement de certaines personnes, enfin, ou comment on peut se sentir une fois dans sa vie, comme ça, tout d'un coup, par hasard, parce que quelque chose se décale, totalement déclassé, totalement pensionnaire de sa propre vie. Eh bien, ces objets-là que je ne pouvais pas célébrer, je me disais, mais bon, ils ne sont pas sur le plateau, ils ne sont pas partis en tournée, ils sont là, je les ai dans les pattes, mais quand même, je les ai reconnus, je les ai rapportés jusqu'ici, je leur dois quelque chose. Et j'ai commencé, comme dans l'enfance, à créer des rondes comme ça, et ça a été les premières installations. Eh bien, voilà que trouble fait, j'ai eu la chance de pouvoir créer Lewis versus Alice au Festival d'Avignon. Et j'ai eu la chance que, à la maison Jean Villard, Nathalie Cabrera m'avait dit, mais voilà, moi j'ai une maison, si tu veux y raconter une histoire, mais quelle chance, quel privilège. Alors moi je pensais à tous ces objets, toutes ces choses que j'avais, à qui je devais quelque chose. Et j'ai commencé dans mon esprit et dans l'atelier, c'est toujours les deux choses à la fois, à construire un récit qui répondait à la fois à ma relation à Lewis, Carole, et aussi à une accroche personnelle qui était Georges. Georges, c'est le petit garçon de mon enfance à qui j'ai raconté les premières histoires, parce que lui avait été passé de l'autre côté du miroir, avait cessé de parler, parce que l'effroi de l'enfance, lui, l'avait conduit à me regarder et à me dire, moi, je vais de l'autre côté. Je vais du côté un peu de ce qu'on appelle les fous. Et quand j'ai connu Lewis Carroll, je me dis, mais pourquoi je m'intéresse tant à ce personnage étonnant, plutôt antipathique, hein, quand on lit sa biographie, etc. C'est pas a priori ce mathématicien, ce vieux garçon, etc. On se dit, mais en plus, l'anglican, moi ça faisait écho à mon protestantisme, tout ça. Je me dis, mais pourquoi il m'intéresse à ce point-là? Et en fait, j'ai vu que
l'obsession du regard qu'il portait sur l'enfant depuis l'enfance sur le monde, la marche du monde. Cet autre côté du miroir dont il parlait faisait écho au fond à ce que j'avais vécu, vraiment vécu dans ma vie, au jour le jour, de voir le petit Georges basculer de l'autre côté du miroir. J'ai eu l'impression après que Georges était monté sur la cheminée, m'avait regardé, avait dit bon, toi tu vas de ce côté-là, moi je vais de l'autre côté. Et comme par hasard, Georges, c'est un adulte qu'on appelle psychotique et qui écrit depuis toujours l'histoire d'une petite fille. Alors il n'est pas du côté des écrivains et des génies comme Lewis Carroll, il est du côté de ces êtres tout aussi poétiques qu'on appelle de grands noms, schizophrènes, autistes, enfin je ne sais pas quoi. À chaque génération ça change, et que lui on a désigné comme psychotique. Et voilà que lui est resté aussi à hauteur de petite fille, et il écrit sans arrêt, en boucle, l'histoire d'une petite fille dans l'effroi de l'enfance. Et j'ai trouvé que inviter l'un et l'autre dans Trouble Fête et raconter quelque chose qui est à la fois de l'intime absolument, mais aussi de l'expérience littéraire, de l'expérience du poète, côte à côte, voilà, moi j'avais un récit à faire et je les ai invités. Et évidemment, c'est pas par hasard. Lewis Carroll vous séquence le récit de lui-même. L'esthétique, la façon d'appréhender l'œuvre chez Lewis Carroll, c'est une mécanique poétique qui vous habite après et qui vous invite aussi à avoir votre propre snark. Voilà. Donc Lewis Carroll m'a permis d'avoir mon propre snark. Mon beau jeu. Et voilà, et on est en bonne compagnie parce que son sens de l'humour, notamment son nonsense et le féeristique à la fois et l'humour, je me suis sentie très très à l'aise à fréquenter ce garçon. Il a fallu beaucoup de temps parce qu'au début, je l'aimais pas beaucoup, vraiment. Je ne le comprenais pas. Et c'est un milieu, Oxford notamment, c'était pour moi totalement exotique. C'était quoi? Pour de civilisation victorienne et une séquence étrange. Et précisément par le fantastique, par l'humour féeristique, il m'a semblé que je plongeais comme Alice dans un univers qui avait existé et dont il nous laissait les traces. Et moi, évidemment, je suis obsédée par les traces, par la perte. Et lui aussi, d'une certaine façon. Et avec un tel génie, notamment, je vous dis, dans la mécanique du récit. Donc voilà, ça m'a accompagnée. Et donc voilà qu'à Avignon, le spectacle, l'installation, parce qu'on m'a invitée dans la maison, Jean Villard. Et puis, du coup, j'ai eu aussi l'invitation de Claire David d'Actes Sud Papier qui me disait Macha, est-ce que vous ne pourriez pas faire un livre sur le théâtre? Vous êtes en train de travailler, là, je ne sais pas, est-ce que vous pouvez faire un livre sur le théâtre? Et je lui dis je ferai un état des lieux de qu'est-ce qui se passe quand on cherche. Et elle m'a dit allez-y. Oui, c'est quand même 3 invitations magnifiques. Quel privilège, hein. Et donc, voilà, c'est un jeu de billard à 3 bandes. Ça s'est tissé ensemble. Et le livre, c'est aussi l'état de doute, de circonspection, de fragilité et en même temps d'ambition que l'on a quand on commence à inventer un spectacle. Quelque chose vous habite, vous hante. Et je voulais essayer de faire passer ça, cet état d'incertitude, comme la forêt sans nom. Quand on commence un spectacle, on est dans la forêt sans nom. On ne sait pas ce que ça sera. On ne sait pas du tout ce que ça sera. Et c'est à force de travail que tout d'un coup, quelque chose se dessine. Et la folie carolienne m'autorisait à écrire une adaptation de ce que j'avais cueilli chez lui. Et me conseillait vraiment, mais vas-y, mets ton rythme, mets ce rythme féeristique, vas-y, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as à dire de ça? Tu as de la bizarrerie du monde, dans la forme elle-même. C'est pour ça qu'être accompagné par Lewis Carroll, c'est
c'est une expérience absolument étonnante et pour la vie, parce que le message sur la chose, ah tu prends la parole, mais attends, mais t'as un champ de liberté fou. Vas-y, mais c'est quoi? C'est quoi l'écriture? C'est quoi ta bizarrerie? Sinon, tu te tais. Tu fais comme tes objets, ils sont silencieux. Et j'ai beaucoup aimé son degré d'exigence. Parce qu'il est assez terrible. C'est basé sur et là, ça m'a touchée profondément parce que c'est basé sur un malentendu de l'enfance. J'ai eu la même expérience que lui, me semble-t-il, enfant, c'est-à-dire un effroi qui provient de différents événements, mais notamment certaines pertes de l'innocence qui consistent à se dire le récit de votre enfance, c'est de vous dire vous êtes protégé, il y a un ciel, il y a le bien et le mal, il y a un ordonnancement du monde qui fait que tu es protégé. Et puis non, pas du tout. L'enfance vous raconte, le récit de l'enfance vous raconte le contraire, et qu'il y a du mensonge partout, et que le récit qu'on vous fait n'est pas le bon, que ça sonne faux, qu'il va falloir trouver sa propre musique, et que le regard des adultes n'est pas forcément ce grand regard bienveillant qu'on vous aurait décrit, et que le ciel est peuplé... le ciel est un ailleurs qui n'est pas celui qu'on vous a décrit, mais en revanche, si le ciel devient l'imaginaire, si l'imaginaire prend la place de ce ciel qui ne vous protège pas, à partir de ce moment-là, ça devient intéressant. Donc j'ai vu que lui avait traversé aussi une enfance pleine d'effroi, dans une séquence victorienne terrible pour l'enfance. Et à chaque fois, il racontait cette imposture. Et il a mis des mots sur ce que je ressentais aussi. Et j'avais envie depuis longtemps de crier ça. Je le disais d'une façon un peu... C'était toujours présent dans tous les spectacles que je faisais sur l'imposture de l'enfance. Même le spectacle juste avant, dans La Fuite, il y avait vraiment une petite fille en chair et en os qui a traversé tout le spectacle, 2 heures et demie, qui passait de séquence en séquence. Parce que La Fuite de Bulgakov, c'est 8 songes, 8 rêves, 8 mauvais rêves, dit Bulgakov. Et à chaque fois, j'avais mis une petite fille qui venait, qui était à l'intérieur du rêve et qui disait, qui regardait la révolution russe, la guerre civile, les séquences comme ça, l'exil, et qui regardait ça. Elle était muette, elle traversait, elle assistait, elle était à la fois dans le rêve et est-ce que c'était son rêve? Bulgakov avait suscité ce questionnement. Et après, pourquoi Lewis Carroll? Je me suis vraiment demandé, mais pourquoi Lewis Carroll après Bulgakov? Ah oui, le rêve, d'accord, le rêve. Mais après, en travaillant, Alice dit bien, mais on lui fait violence en lui disant, mais tu n'existes pas. C'est sûr que tu existes, mais pas du tout, tu es dans le rêve du roi. S'il se réveille, tu n'existes pas. Et donc ça faisait écho tout à fait à la petite fille et à la terreur de l'enfance où vous n'êtes pas absolument sûr d'exister. Moi, je me cachais sous la table, c'est-à-dire sous la nappe, comme ça, sous la table, et on était une nombreuse fratrie, tout le monde venait à table. C'est l'heure, je rigolais pas, il fallait là, impeccable. Et moi, j'y allais pas, et je me disais, est-ce qu'ils vont s'apercevoir que j'existe si je suis pas là? Mais il est arrivé quelquefois qu'ils s'en étaient pas aperçus. Donc j'étais sous la table, couchée parce qu'il y avait une espèce de barre comme ça qui tenait la table, sans bouger, sans moufter comme ça. Et je me disais peut-être que je n'existe pas. Et voilà que Lewis Carroll pose ça, lui, vraiment carrément, quoi. Très poétiquement, très fort, très puissamment. Donc son compagnonnage, c'est très bien. Et puis les objets, forcément, dans Trouble Fête, ils ne sont pas la parole, mais ils prennent la parole d'une autre façon. Un peu comme certains enfants sous la table ne parlent pas, ou autour de la table ne parlent pas. Et pourtant, on se disait beaucoup de choses. Les objets, dans leur silence, sont extrêmement éloquents. Et puis, il y a les bêtes chez Lewis Carroll. Et
bien sûr, dans Alice, mais pas seulement, il est quand même obsédé par les animaux, par le monde animal. Les fréquentations dans son féeristique, c'est habité de plein de bêtes, mythiques, pas mythiques, des chenilles, des choses très étonnantes, un peu inquiétantes, trop grandes, des chats. Moi, j'invite beaucoup, et si vous venez voir Trouble Fête, vous verrez, mais ça, c'est depuis que je suis toute petite aussi, j'invite beaucoup d'animaux empaillés, et aussi parce qu'ils sont présents, absents, ils sont extrêmement éloquents, ils sont aussi, j'ai toujours l'impression qu'ils sont passés de l'autre côté du miroir. Ils sont là, franchement, il n'y a pas plus présent que mon dog français empaillé. Je vous assure qu'il serait là, on n'aurait pas la même attitude. Il aurait sa place. Eh bien, pourtant, il est là, il n'est pas là. Cette présence-absence, il me semble que quand je découvrais l'œuvre de Carole, je me disais, mais lui, il a compris ça. Il a compris qu'il y a des choses qu'on croirait absentes qui sont absolument présentes et vice-versa. Et il y a des choses qui disent l'une et l'autre. Et même quand il photographie, que c'est beau ce qu'il dit de la photographie. Qu'est-ce qu'il dit? Ça laisse une trace de l'âme. Il y a quelque chose qui, dans le liquide, le collodion qui est là et qui lui tachait les doigts, c'est une impression de ce qu'il reste d'un visage de nous. Et le portrait, ça n'est que ça. C'est comme un reflet dans un miroir. Et si on passe trop tôt la main sur la plaque, ça s'en va. Et c'est un peu de l'âme qui était prise. Donc, voilà que j'avais affaire à quelqu'un qui faisait entendre d'une façon absolument magnifique par des contes, quelque chose qui, moi, m'a tout le temps initialement bouleversée, parce qu'il faut un bouleversement initiatique au départ, assez violent, et après, la résonance dans toute la vie et dans chaque histoire qu'on raconte. Merci. Je crois que ce que vous venez d'expliquer va soulever beaucoup de questions. On a plein de questions, j'imagine. Notre cher public, merci beaucoup, Macha. On va donner des micros afin que, voilà, les questions. Est-ce qu'il marche? Oui, c'est bon. Alors bonjour, merci d'être là. Alors quand on vous écoute par rapport au rapport entre Lewis Carroll et Alice, vous nous parlez plutôt d'une certaine continuité entre Lewis et Alice. Et pourtant, pour votre pièce, vous avez choisi le titre Lewis versus Alice. Donc est-ce que vous pourriez nous expliquer le choix de ce mot versus qui implique plutôt une confrontation qu'un rapprochement entre les deux? C'est évidemment, on peut se dire que versus, c'est une confrontation, mais ça peut être aussi une bascule. Ça peut être aussi une espèce de petite cheville, un phénomène de miroir. Ce qui me plaisait dans versus, c'est que Alice, Lewis, d'ailleurs j'ai hésité, j'ai dit Alice, il faut que je fasse attention, mais c'est Félicité qui me regarde, si je dis Alice, ça va pas aller du tout. Mais bon. Alice versus Lewis ou Lewis versus Alice. Et j'ai commencé par Lewis parce que celui qui m'intéressait vraiment quand j'ai voulu écrire cette adaptation, c'est lui qui m'intéressait. Et en fait, plus j'approchais de Lewis, et plus je sentais Alice. Et en fait, comme c'est un mathématicien, moi pas du tout, j'ai eu beaucoup de mal à approcher même. Le premier livre de mathématiques qu'il a écrit, il a écrit beaucoup plus de livres de mathématiques, comme vous savez, que de fiction. Le petit théorème, c'est que c'est le versus parce que lui, il regarde le monde à la hauteur d'Alice. Il est Alice, j'allais dire, enchâssée, encastrée. Et du coup, je pense qu'il y a, j'en parle dans Trouble Fête, un transgenre. Je rencontre, alors je parle de George et de Lewis, mais j'en rencontre qui continuent à regarder, on est un certain nombre comme ça, depuis le regard d'une petite fille. Alors peut-être c'est certains qui ont lu tel ou tel conte et qui depuis continuent à regarder avec les yeux d'Alice. C'est ce qui est fascinant dans la littérature, qui nous transforme. Mais quelquefois, c'est une chose qui s'est
qui vous a attrapé dans votre enfance. Et Lewis, c'est ça. Au fond, c'est le point de vue d'Alice toute sa vie. Alors, c'est ce grand gars un peu maigre qui se promène dans Oxford, absolument fantomatique, presque asocial, complètement excentrique, pas très propre, on l'imagine, à côté de la plaque. Enfin, moi, j'ai beaucoup rêvé sur lui, sur ses tenues, ses gants blancs un peu sales, sa redingote pas trop nette, son chapeau de forme. Comment il vivait dans sa chambre. J'ai passé des soirées avec lui dans la chambre. Et ce garçon, en fait, c'est une petite fille. Alors, faut pas dire, attention, c'est pas un amateur de petites filles. Il y a tellement d'inepties là-dessus aussi, de simplificatrice, ça arrange tout le monde. Non, il est la petite fille, c'est-à-dire, il est... Non, il met pas une petite jupe et il se prend pas pour une petite fille. Non, pas du tout. Mais il regarde depuis les 7 ans d'Alice. Et désormais, et même à 60 ans, il continue à regarder les autres, le monde, les chemins de fer, comme Alice qui risque de se faire dévorer. C'est un point de vue poétique d'une puissance et d'une exigence incroyable, il ne faut pas croire. Hein. Devenir adulte vous demande d'oublier ça tout le temps, étape par étape, d'oublier l'accroche initiale qui est ce regard poétique que l'on a tout petit comme ça parce que vous avez pris un choc d'effroi ou quelque chose que vous avez compris d'une imposture ou d'un mensonge initial. Et tout va faire pour que le système scolaire, le dressage, l'éducation, je sais qu'il en parle si bien, il rejette tellement cette mécanique de il faut. Tout ça fait que c'est comme pour recouvrir la plaque initiale, la plaque tellurique qu'est l'enfance, et ce point de vue exigeant de l'enfance et de l'enfant. Et lui, il l'a conservé. Donc ça donne effectivement un être bizarre, mal accommodé ni à son époque, ni à son temps, ni à ses contemporains. Et c'est pour ça qu'il persiste au-delà du temps et qu'il nous sollicite. Voilà, il n'est pas conforme. Voilà pourquoi Lewis versus Alice, parce que le spectacle fait un peu la démonstration, et la dernière scène, c'est ça, c'est « j'ai oublié mon nom, mais comment je m'appelle ? Et vous, vous appelez comment ? Moi, je m'appelle Alice. Ah ben voilà, c'est mon nom, dit Lewis. Alice, oui, je vais garder Alice. Et le tour est joué, et le versus est là. La bascule est là. Les jeux de miroir sont là. Mais quelque chose se dit, me semble-t-il, d'initial, de profond, de définitif. Je crois que c'est la revendication carolienne que d'être Alice. D'accord, merci beaucoup. Merci. Alors, c'était Léna Osti qui posait cette question. Lorsque vous posez une question, est-ce que vous pouvez vous présenter, dire votre nom et prénom ? Ce serait bien. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Marie. Alors, on est beaucoup d'anglicistes dans la salle et du coup, je trouve que la question de la traduction et du bilinguisme dans le spectacle va de soi, en fait. Tout à l'heure, vous avez dit que vous voyez le texte comme une donnée plastique. Et du coup, est-ce que jouer dans les deux langues, ce serait une façon d'avoir plus de données, en fait, plus de sons, plus de possibilités ? Tout à fait. C'est-à-dire que c'était impossible pour moi d'imaginer un spectacle sur Lewis Carroll sans faire entendre cette langue. D'abord parce qu'elle est d'une beauté plastique étonnante, qu'elle est pleine de choses-trappes. Vous changez une syllabe, vous la mettez là, elle vient là, ça ne veut plus rien dire. Le nonsense est intraduisible. Il fallait faire au moins entendre la jouissance qu'est cette langue. Je pouvais pas, ça devait être présent. Et en plus, ça faisait écho, vous savez, à l'expérience qu'on a tous eue, qui est quand on est enfant, on entend moi, c'était la pop music, bien sûr, ma génération. Hein. On ne comprenait pas tout, hein, loin de là. Il a fallu du temps pour comprendre. Mais on s'appropriait absolument
les chansons des Beatles, etc. C'était à nous. Ça nous vraiment, ça rentrait organiquement dans notre corps. Mais si on m'avait dit, c'est quoi ces mots? Alors, j'aurais dit les mots, mais le sens, je m'en fichais complètement. Le sens, c'était la musique qui me donnait un espace de liberté incroyable, qui me signifiait qu'on avait réinventé le monde. Et je me foutais bien de savoir ce que voulait dire chaque mot. C'est venu après. Mais le choc émotionnel, le choc poétique, c'était le son de l'anglais. Et l'anglais devenait une zone, comme ça, mes frères et sœurs écoutaient ça. Waouh, je dis, c'est une zone poétique. Un peu comme quand j'écoutais, ma sœur apprenait ses poèmes de Rimbaud, comme ça, je ne comprenais rien. Mais c'était tellement beau, je me disais, mais c'est quoi cette langue? Et j'ai eu un choc avec l'anglais comme ça. Et j'en ai presque la nostalgie. Et je cherche jamais vraiment à comprendre quand il y a une chanson anglaise. J'écoute d'abord la musique. Et même dans la musique contemporaine, quand j'écoute Britten, j'ai pas envie de savoir tout de suite ce que ça veut dire, de regarder le livret. Je préfère d'abord entendre la musicalité qui est déjà un langage. Et donc voilà, c'était pour moi impossible de priver un spectacle de cette part plastique. Et alors évidemment, on a mis des surtitres parce que le graphisme c'est très beau et ça raconte aussi des choses et puis on raconte aussi que quelquefois, on comprend pas. Et puis les Anglais eux-mêmes comprennent pas. Ils m'ont dit aussi que voilà. Alors, c'était aussi bien de se dire que quelquefois le langage est une énigme. En revanche, quelquefois aussi, le son peut être une ouverture et une réponse. Et la langue anglaise, pour moi, reste ça. Elle me parle quelquefois, quand je ne la comprends pas, quand je ne comprends pas les concepts, je continue, me semble-t-il, à comprendre autre chose par la sensation. Voilà, donc... Et il me semblait aussi que, bien sûr que quand j'ai travaillé l'adaptation, j'avais le texte anglais, et en plus j'avais une stagiaire de l'université qui était angliciste et qui me disait beaucoup, qui m'a appris beaucoup de choses alors qu'elle était très très jeune. Et donc j'avais le texte anglais et quelquefois de l'écouter lire l'anglais me faisait. Elle voulait toujours m'expliquer ce que ça voulait dire. Je dis mais c'est pas grave, c'est aucune importance. On va dire cette phrase, elle est magnifique. Voilà. Et je pense que Lewis Carroll nous autorise à ça vraiment, parce que d'ailleurs quand il fait Jabberwocky, franchement. Il nous dit franchement, ça n'a strictement aucune importance, le sens. Voilà. Et mettre ce texte en scène, c'est un bonheur. Moi, j'en ai fait une scène de ménage entre le roi et la reine, parce que je trouve que c'est assez violent comme expression. Mais voilà, il fait une proposition poétique et dramatique magnifique. Mais vous voyez, je voulais que on découple le sens et la sonorité, et qu'on ait le plaisir du sens quand on peut comprendre le nonsense, mais le plaisir absolu de la sonorité de cette langue, qui est vraiment magnifique, musicalement. C'est bien de temps en temps de ne pas comprendre. Enfin, je dis ça, je sais que vous l'étudiez, hein. C'est vraiment bien que vous disiez ça, Macha, parce que à l'université, on n'a pas le droit de le dire, mais je suis tellement contente de vous l'entendre dire. Mais il ne faut pas que, voilà, après l'an prochain, quand je ferai les cours, tout ça, il faut oublier ce qu'on. Mais c'est vrai. Du coup, tant qu'on parle du texte, moi j'avais une question sur les silences au théâtre et sur les silences toujours dans Louis versus Alice, parce qu'il y en a beaucoup. C'est une pièce qui, surtout au début, est très très lente. Il y a le temps qui s'écoule entre chaque réplique. Et je voulais savoir, alors pourquoi ces silences en particulier? Est-ce que c'est pour laisser justement le temps au nonsense d'infuser dans le spectateur? Est-ce que c'est une espèce de respect aussi du spectateur pour lui laisser l'expérience de ce nonsense, de cette incompréhension? D'où ça vient spécifiquement les silences dans cette pièce? Je vous dirais que ça vient du spectacle lui-même. Quand on monte un spectacle, on travaille beaucoup, on prémédite beaucoup, on croit avoir la règle du jeu, la feuille de route. Et en fait, très vite, au cours des répétitions, il y a toujours le jour qui arrive où on se rend compte que le spectacle a sa propre autonomie et a généré lui-même sa propre grammaire. Et le rythme, notamment,
c'est le spectacle lui-même qui le génère. Après, ce que vous dites est absolument exact en ce qui me concerne. Dans un spectacle sur le féeristique, sur le fantastique carolien, pour un public français, c'est pas évident. Il y a le temps que son propre... Il y a l'espace de l'imaginaire du spectateur, de la spectatrice. C'est ce temps-là. Et puis après, plastiquement, comme je travaille avec Sébastien Trouvé et Clément Griffo pour la musique, c'est aussi donner l'espace du bruit du monde carolien. Moi, je l'entends très, très sonore. Et bien sûr qu'il y a le langage, qui est déjà plein de sonorités, mais nous travaillons aussi beaucoup avec les objets qui font eux-mêmes leur bruit. Mais là, on a travaillé énormément la bande-son avec Sébastien Trouvé, qui est un créateur de son, Clément Griffo au piano, qui avait un piano préparé. Tous les deux sont deux complices désormais, et ils font des choses étonnantes. Et le monde carolien, je voulais vraiment qu'il ait son propre bruit. Et donc, si moi, je ne fais pas silence avec les acteurs, si on parle, on n'entend rien. Parce que les paroles, souvent, s'il y a trop de paroles, on n'entend rien. D'accord. D'ailleurs, quand on est enfant, on fait l'expérience de ça. Hein. D'un coup, il y a des gens qui parlent. Et nous, on est ailleurs. Et le sens est ailleurs, il est au-dessus, flotte au-dessus des mots. Et donc, voilà. Et il fallait que le spectacle réponde à la musicalité carolienne. Et quand on lit des textes de Lewis Carroll, il y a quand même des rythmiques étonnantes. Un espace-temps complètement fou. Vous êtes là, et puis il commence à raconter une chose qui se passe dans cette pièce ou dans un wagon, et puis à la fin de l'alinéa, on est à côté, on est passé à côté, mais lui, il s'en est pas préoccupé. Donc, il faut le temps de passer d'un lieu à l'autre avec lui, de le suivre, et voilà. Et dans le spectacle aussi, je pensais, ces suspensions, elles sont pas vraiment de silence, il me semble qu'elles sont des suspensions sonores. Voilà. Merci. Bonjour, Raphaël Lalou. Moi, j'avais une question parce que du coup, votre spectacle tourne beaucoup autour d'Alice, mais aussi de toute l'œuvre de Carroll. Et j'ai beaucoup aimé la façon dont vous avez incorporé l'histoire du Snark et de la chasse au Snark dans la pièce. Et je me demandais pourquoi, contrairement à la plupart des autres histoires ou des autres petites scènes qui sont très reconnaissables, celle-ci, vous avez choisi de la fragmenter, de la faire revenir, vraiment, elle fait irruption plusieurs fois jusqu'à cette fin sur l'échelle. Et voilà, je voulais savoir pour quelle raison vous avez décidé de fragmenter cette histoire. Je trouve que c'est une œuvre tellement belle qu'elle aurait mérité d'être dans son intégralité, mais bon, voilà, je voulais pas faire un spectacle trop long parce qu'il y a un public pour qui la période, la durée du spectacle, et puis je voulais pas que ce soit... Je me suis restreinte. Au début, j'avais de quoi faire 4 heures de spectacle. Et on a même coupé des scènes très travaillées. Voilà. Le Snark, pour moi, quand je le lis, c'est une suite de tentatives. Il y a des élans comme ça, l'homme à la cloche, allez, on y va, on monte, allez, ça y est, on monte sur un bâtiment. Et l'expérience poétique s'effondre. Et donc, plutôt que de faire un Snark qui aurait été comme un ingrédient à l'intérieur d'un autre récit, d'abord dans le Snark, j'ai vraiment travaillé sur l'idée, dans ma propre adaptation, j'ai travaillé sur l'idée de la crise comme dans le Snark. Donc le Snark, il est sous-jacent dans la structure même du spectacle. Mais il y a 3 tentatives de Snark et le final, qui est enfin la résolution d'une énigme, Lewis, Alice, et le Snark, le Bojoum. C'est quoi le vôtre? Est-ce que vous avez vraiment ce que vous avez vu? Est-ce que ça a vraiment existé? Je pensais que dans ces tentatives et la résolution par le Snark, on avait une certaine façon la mécanique carolienne qui nous disait ma littérature fantastique, c'est une suite de tentatives
pour vous dire quoi? On rêve, on vit, on rêve qu'on vit, on en est où? Et vous qui regardez le spectacle, vous en êtes où du rêve? Vous le rêvez, ce spectacle? Vous rêvez que vous voyez un spectacle? Vous en êtes où? Et tout ce jeu de miroir comme ça, voilà. Et donc c'est pour ça que le snark est inscrit dans le spectacle de cette façon. Ça, c'est pour la structuration et la réflexion. Et puis après, c'est à l'oreille aussi. Vous savez, le spectacle, on l'écoute beaucoup et quelquefois, ça paraît arbitraire. On dit non, c'est plus beau si on met ce moment-là à ce moment-là. On ne sait pas pourquoi. Et ça marche mieux. Et ça, je me garderais bien de faire celle qui est plus intelligente que le spectacle. Je ne sais pas tout. Merci. Bonjour. Alors moi c'est Titouan Camille. J'avais une question sur parce qu'on connaît Lewis Carroll l'écrivain, Lewis Carroll le mathématicien, et il a aussi produit du coup énormément de photographies. Et je me demandais est-ce que tout son travail sur la photographie a une influence sur la manière dont vous avez créé la pièce de théâtre ou l'installation? Oui, oui, beaucoup. Ah oui, oui. Moi, je ne savais pas à quel point il avait été pionnier et que comme moi, je connaissais bien Cameron, qui est à peu près à la même époque, et cette femme exceptionnelle, c'est une mère de famille, hein, on lui a offert un appareil de photographie et elle invente la photographie. Genre, bon. Et des portraits d'une beauté, enfin, je veux dire. En plus, c'est des gens qui... J'adore ces moments de bascule où le musical bascule dans le cinéma, où la photographie arrive au point de bascule de la peinture photographique, enfin, le portrait, enfin, cette espèce de frottement, ils sont à la fois les deux, quoi. Ce moment historique, ces moments historiques sont magnifiques. Et donc, j'ai pensé tout le temps, je regardais ces photographies, et après, je les ai oubliées. Pour faire le spectacle, il faut oublier les images, hein, pour que d'autres naissent. Mais j'ai gardé une chose, c'était ce que je vous disais tout à l'heure, c'est cet acharnement à vouloir attraper un instant de vie avec faire une photo à l'époque, c'était une histoire de fou. Il fallait pas bouger pendant des minutes, des minutes, des minutes. C'était très compliqué. S'il y avait le moins de nuages, c'était fini. C'était un processus presque magique. C'était de l'ordre de la prestidigitation. Et d'ailleurs, lui, il vit dans un monde où la photographie rejoint les fées, les âmes, les fantômes. C'était capturer un peu de quelque chose de notre ectoplasme sur la plaque. Et bien sûr que si on plonge pas dans tout ce qu'il dit, tout son journal où il parle de comment il fait la photographie, etc. Et comme c'est salissant, par exemple, et comme les bourgeois, ça les énerve parce que c'est trop long. Hein, ils veulent bien avoir leur portrait, mais c'est très long. Et cette part magique aussi. Et ça me bouleverse. Parce que je crois beaucoup au sacré du théâtre. Alors, les gens, ça les fait sourire hein, quand on dit ça. Pour moi, il y a une transcendance du théâtre. Et je pense que pour lui, il y avait une transcendance de la photo. Moi, je le ressens toujours. Quand je vois des photographies de photographes poètes importants, il y a quelque chose d'une transcendance. Un cliché fait dans la rue devient quelque chose d'absolument saisissant. Il s'inscrit dans notre esprit et dans l'histoire des images. Donc il fallait... moi j'ai beaucoup appris sur la photographie de l'époque, sur la façon dont on la faisait, sur sa boîte de verre, là-haut chez lui, qui devenait un pôle d'attraction, de cancan. Je disais, qu'est-ce qu'il fait là-dedans? Et cet aspect d'attraper la trace et d'attraper un peu d'âme, ça m'a beaucoup plu. Et je pense que dans l'exposition, j'ai transporté dans l'exposition, comme on n'a pas pu jouer en tournée Lewis versus Alice pour les raisons que vous connaissez,
d'abord de Covid et puis après d'empêchements divers et variés. La tournée n'a pas pu se faire. Et donc, j'avais les 2 grands miroirs dans le stock. Donc, les 2 grands miroirs du spectacle, je les ai mis dans Trouble Fête. Et j'ai mis des projections, comme au fond ce qu'ils devaient voir quand ça se révélait. On voit pas très bien, hein, parce que c'est des vieux miroirs forains abîmés. Et donc, ça apparaît, ça disparaît. Et je pense que, j'imagine ça, bien sûr, son émotion à voir l'insaisissable. Parce qu'il y avait plein de choses ratées, hein, pour une photo réussie, une plaque réussie, il y en avait plein ratés. Tout d'un coup, ça apparaissait, puis ça disparaissait. Et voilà, donc j'ai essayé de trouver l'équivalent de ça pour que le spectateur, le visiteur, je l'appelle le spectateur parce que dans une exposition comme celle que je propose, on a au moins la liberté du spectateur. Si on a vraiment, si on ne fait pas fonctionner son imaginaire, ça ne marchera pas. La magie n'opère que si votre imaginaire fonctionne. Et donc voilà, c'était pour... Puis j'ai mis devant des animaux qui s'interrogent. Voilà. Comme nous, ni plus ni moins. Merci. Moi, c'est Marjolaine. Et justement, je voulais poser une question sur, vous faites du coup la scénographie du spectacle, mais aussi la scénographie de l'exposition. Je voulais savoir s'il y avait une grosse différence ou pas entre les deux, ou si pour vous c'était à peu près la même approche. Alors pas du tout, parce que les scénographies, pour le spectacle, d'abord, il y a plein d'exigences de transport, de montage, de démontage, parce qu'on n'arrête pas de bouger, hein. On monte, on démonte tout le temps. Après, il y a des acteurs dedans, vivants, il faut que ça soit bien solide, il y a un étage, hein, donc il y a plein de choses comme ça, très, 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 très exigeantes, hein. En revanche, une installation, c'est une déambulation. Donc c'est complètement différent. C'est un itinéraire qui raconte. Mais évidemment que vous avez vu la maison de Lewis versus Alice, c'est comme une grande volière sans toit. Avec évidemment un petit côté gothique, étonnant, bizarre, une façon aussi d'évoquer Oxford d'une façon stylisée. Et cette volière, c'est-à-dire cette grande maison noire comme une volière, j'ai imaginé comme une volière parce que les êtres humains sont d'étranges animaux. C'est très bizarre. Et il n'y a ni porte, ni fenêtre, ni toit. Et il y a dans Trouble Fête un écho, il y a une volière. C'est une volière où le visiteur entre, s'assoit, et il est, lui, dans la volière, et face à lui, il y a un mur d'oiseaux, de toutes les couleurs, plus ici ou là, pour la fantaisie, des chapeaux de plumes. Ils font très bon ménage. Et avec une composition musicale, qu'un compositeur qui s'appelle Christian Sébille a composé pour l'exposition. Et donc voilà, c'est un moment de contemplation où en fait, c'est vous qui entrez dans la volière, vous êtes invité à vous asseoir et à avoir un face-à-face avec les oiseaux qui sont comme des acteurs immobiles. Et au bout d'un moment, si vous les regardez bien, si vous le contemplez bien, il se passe des choses bizarres. Vous avez vraiment le sentiment que l'immobilité n'existe pas à cause des couleurs, à cause de... Il y a une fixité, de fait, hein, ils sont fixes, mais ils ne sont pas immobiles. C'est une expérience importante, mais vous voyez que scénographiquement, pour revenir vraiment à votre question, il y a vraiment la volière transportée dans Trouble Fête. Voilà. Il y a des correspondances scénographiques ici et là. Alors, je ne me suis pas présentée tout à l'heure, du coup, je m'appelle Natacha. Je voulais rester sur la volière, celle de Lewis versus Alice, parce qu'on n'a pas encore vu celle de Trouble Fête.
C'est une volière qui est à 2 étages. Et ça m'a beaucoup interpellée parce que c'est pareil, ces 2 étages qui peuvent être le réel, qui peuvent être l'imaginaire. Mais tout à l'heure, vous avez dit quelque chose qui m'y a refait penser pendant la présentation, où vous avez dit que le temps, c'est un empilement de strates aussi. Et j'y avais pas pensé de premier abord, mais je voulais savoir si cet empilement, c'était aussi ça, l'empilement de la volière à 2 étages. Oui, c'est ça, mais avant toute chose, c'était aussi la désorientation. Je voulais faire un décor qui raconte que quand on est dans cette... Et je vous assure que même les acteurs, ils savent jamais s'ils sont en bas, en haut, où est jardin, où est cour, parce que c'est plein de vide. Et eux-mêmes étaient désorientés. Et je pense que quand on traverse l'œuvre de Lewis Carroll, on est totalement désorienté. On ne sait pas. Et même dans un fragment de texte de Lewis Carroll, on ne comprend pas où on est. Hein, on a envie de lui dire, bon, est-ce que tu peux me donner la boussole quand même? Tu me dis que tu es là et puis tout d'un coup tu passes là-bas, c'est quoi? Et donc je voulais vraiment rendre compte de ça. Et pour l'anecdote, si vous voulez, parce qu'il y a quand même dans un spectacle, il y a vraiment des étapes. Hein, il y a le travail sur l'adaptation, d'abord déjà l'œuvre, l'adaptation, ce qu'on appelle, moi j'appelle le millefeuille, c'est trop gros, ça ferait 4 heures, 5 heures de spectacle, c'est pas possible. Donc vraiment scénariser à tel point, d'aller à l'essentiel, à l'os, comme ça. Et parallèlement, je travaille au décor, c'est-à-dire au fond, c'est pas au décor, c'est la boîte de jeu où ça va avoir lieu, l'espace. Et j'avais fait un premier décor, la maquette était faite, les plans étaient faits, l'atelier avait tout reçu, et ils allaient commencer à construire. Et une nuit, ça c'est l'expérience carolienne, je me suis réveillée en sursaut et j'ai vu ma volière noire. Je vous promets, je vous raconte pas des sornettes, je l'ai vue. On dirait une boîte aussi, un écrin. Oui, c'est Comme ça. Une boîte à objets, une boîte à jouets. C'est ça, c'est une boîte à jouets et en même temps, on ne sait pas si on est dedans ou dehors. Et d'ailleurs, les acteurs me le disaient, je leur disais, mais rentre. Ils me disaient, mais rentrez où? Je dis, le presbytère, c'est dedans. Mais la maison avançait, donc ils se retrouvaient, ou reculait, ils se retrouvaient dehors. Et j'ai adoré les perdre comme ça, parce que du coup, ils sont tout le temps étonnés. Et ils me disaient, mais alors elle est où la forêt? Oh, elle arrive des cintres. Ah oui, d'accord. Et voilà. Et du coup, évidemment, ils y ont eu du plaisir aussi, mais c'était pas si simple. Hein, c'était pas les règles du jeu. Mais cette donc quand j'ai vu cette boîte noire dans un rêve, enfin un rêve moitié éveillé, vous savez, un truc bizarre, on dort pas vraiment. Et il raconte très bien ça aussi, hein, cet état un peu de somnambule. Avant le spectacle, on est beaucoup comme ça, parce qu'on n'est pas bien. Hein. Et donc, j'ai vite appelé le matin très tôt en disant non, on arrête tout, je jette la maquette et je fais la boîte. Et je fais la boîte noire en 2 jours. Clémence est venue, et plus Cécile, c'était Clémence qui est venue m'aider, a fait les plans, parce qu'elle sait faire beaucoup mieux que moi. Et on a envoyé ça à l'atelier, on a fait tout à fait autre chose. Voilà. Parce que tout d'un coup, c'est à cause de cet objet qu'on était désorienté. Et je voulais aussi que ce que vous ressentez, le public, on ne sait pas où est l'espace-temps. Oui, alors en plus, donc l'année dernière, quand j'ai vu Lewis versus Alice, je l'ai vu de tout en haut du Paradis. J'aime beaucoup voir les pièces du Paradis parce qu'on voit vraiment très très bien la scénographie et d'en haut, on la voit plus très bien, la différence de hauteur non plus. Donc on est, je pense, un petit peu perdu en train de se demander. Et là, il se passe quoi? Et il se passe quoi où? Oui. C'est pour ça aussi qu'il y a un toboggan. Oui. C'est une échelle, on peut grimper une échelle et puis ça devient un toboggan parce que effectivement, quand on glisse, on ne sait plus où on est, on sait plus, on arrive d'où. Et quand il vide la chambre de Lewis, qui est une scène pour moi qui est vraiment importante parce que j'ai vécu beaucoup de déménagements et je suis hantée par le fait qu'on quitte un lieu et qu'on y oublie des choses, ou qu'on prenne vos affaires et on les vide et vous arrivez et tout est vidé et les espaces vides. Et en même temps, c'est ce que je vis quand on me dit faites l'expo ici, quelle que soit l'exposition d'ailleurs. On arrive dans un espace vide et on va le remplir. Et là, le fait de vider la chambre, je suis obsédée par les ateliers, les maisons d'artistes qu'on vide. Et voilà, vous avez
toute la vie de Lewis, tous les objets, tout ce qui était pour lui comme son univers psychique et magique et de rêverie et poétique. Et vous avez quelqu'un qui dit, bon, alors ça, attendez, qu'est-ce qu'on va en faire? Ouais, bon. Hop. Et cette défaite comme faisait écho aussi à quelque chose qui me bouleverse, c'est quand on a monté un spectacle, on l'a inventé, qu'on l'a monté, qu'on l'a joué avec des acteurs qui l'ont défendu comme des combattants, comme ça, devant des publics différents, qu'on est allé de ville en ville, et que tout d'un coup, c'est la dernière. Nous, on démonte, on vide la chambre de Lewis. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de spectacle qui ne parle pas du théâtre. Et ça, pour moi, c'était aussi l'adieu au spectacle. Un jour, le spectacle de Lewis versus Alice ne se jouera plus. C'est étonnant. C'est bizarre. Dans quel espace-temps ça va, un spectacle qui ne se joue plus? Et dans Trouble Fête, j'ai eu beaucoup d'espace à Aix-en-Provence. J'ai fait une salle avec les restes du décor d'un spectacle qui s'appelait Les Apaches, qui parle du music-hall qui lui-même a disparu, d'une école Odéon qui était les lieux qui étaient entre le music-hall et le premier cinéma qui n'existe plus. Et moi, les Apaches n'existent plus, d'autant plus que mon acteur anglais, britannique, qui était le héros des Apaches, est passé de l'autre côté du miroir. Il est parti ailleurs. Donc je ne me vois pas remonter les Apaches sans Bobby. Donc il y a une salle qui fait l'éloge de ce théâtre disparu. Et donc, au fond, vous voyez, en vous parlant et avec ce que vous me dites, je me rends compte que tout le décor de Lewis versus Alice raconte la défaite du spectacle des faits. Merci. Justement, pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure à propos de la désorientation, notamment des acteurs, vous avez dit dans une interview que vous aimiez bien, lors d'une représentation, traverser la scène à un moment inattendu, avec un masque ou un déguisement selon le spectacle. Et j'aimerais savoir, notamment pourquoi, dans quel but vous le faites, et surtout si c'est quelque chose qui est programmé à l'avance, ou si vous le décidez au dernier moment en coulisses. Je crois que c'est pas par pure jalousie. C'est un très mauvais sentiment au départ, et c'est un vrai plaisir après. C'est-à-dire que le plaisir, je pense que la plus grande jubilation, c'est de jouer, comme dans l'enfance. Hein. Et qui c'est qui joue? C'est les acteurs. Et moi, le soir, je me sens un peu sur le banc de touche. Je sens que le bateau s'en va, mais moi, je reste à quai. Alors, quand le spectacle est prêt et que je suis plus dévorée par le trac, avec Nadia, l'habilleuse, qui est ma complice, je leur fais la surprise d'arriver comme un personnage. Dans la fuite, j'avais une capote militaire russe et une casquette comme ça, et ils étaient en train de danser parce que près de locage, je les ai fait danser. Et moi, j'étais là et j'arrivais comme un fantôme. Et ils savaient que j'allais apparaître quand ils dansaient, ils me le disent. Et puis tout d'un coup, ah oui, ça y est, le fantôme est là. Et à chaque fois, selon l'histoire, j'arrive généralement à la fin, parce que je veux voir le spectacle en plus. Oui, je veux tout, le beurre, l'argent du beurre, tout. Et donc, dans Lewis, à la fin, je mets un masque, celui qui reste en coulisses. Je mets un grand manteau et j'entre et j'écoute la dernière musique sur laquelle improvise Clément. Chaque soir, c'est différent. Donc en plus, comme j'aime tellement ce qu'il fait au piano, que je suis là le plus souvent possible sur scène pour entendre. Voir généralement, voilà, je suis un mulot, une bête. D'accord, merci. Rebonjour. Donc, tant qu'on est sur la question des acteurs, alors c'est un spectacle très hybride et intertextuel, ce qu'on retrouve forcément dans le Nonsense de Lewis Carroll. Justement, ce qui m'a interrogée, c'était l'omniprésence de la chanson. Il y avait le pole dance à un moment. C'est là que je retrouve l'intertextualité, en fait. Et je me demandais, au niveau du processus de création,
est-ce que vous choisissez les comédiens, les acteurs pour leur capacité spécifique ou est-ce que vous choisissez de mettre du pole dance et ensuite vous trouvez quelqu'un qui en est capable? Ça dépend, il n'y a jamais vraiment de règles, mais moi je cherche des acteurs, surtout pour un spectacle comme celui-là, pour leur capacité poétique. Évidemment, ils sont de très bons acteurs. Il y en avait 3 qui étaient vraiment bilingues en plus, donc c'était bien. Il y en a un qui est anglo-américain, qui joue Lewis âgé, hein, Geoffrey Kay, et Caroline est bilingue. Rosemary, bien sûr, Rosemary Stanley aussi. On avait Jan Peters qui est allemand, donc il a grand avantage sur nous, c'est-à-dire que les Allemands parlent vraiment l'anglais, alors que nous, quand on sort de l'école, on parle d'une chose bizarre. Pour eux, ils parlent anglais, quoi, voilà. Les Anglais le comprennent. Donc Jan Peters parle anglais, on dit tiens, il parle anglais, hein, voilà. Et Jan Peters, c'était vraiment un personnage aussi très poétique, une espèce de Berlinois inquiétant, de 2 mètres, voilà. Et je trouvais que chez Lewis Carroll, il était très bien. Après, il y a Geoffroy Rondeau. Lui, pas du tout. Il ne parle pas vraiment l'anglais, mais il est tellement étrange, presque vraiment inquiétant déjà dans la vie, hein. C'est un être inquiétant, on a l'impression qu'il arrive d'une autre planète. Et dans le travail aussi, il est très bizarre, comme ça. Donc je trouvais qu'il trouvait tout à fait sa place. Vanessa Font, qui a fait la création, elle est un peu sauvage, comme ça. Je trouvais que c'était une Alice très, très sauvage. Vanessa, c'est quelqu'un elle est extrêmement belle. Et si vous approchez, c'est vraiment un félin, quoi. Je veux dire, vous savez pas si elle va pas vous mordre au sang, hein. Donc je dis voilà. Voilà. Donc c'est vrai, réuni des acteurs vraiment avec une puissance poétique incroyable. Après, il y a Rosemary Stanley. Pour moi, c'était la reine de cœur depuis toujours. Rosemary, je la connais depuis longtemps. Parce que quand elle a commencé les Moriarty, ce groupe, dont elle est issue, maintenant elle est un peu détachée des Moriarty, elle a commencé à répéter chez moi à Paris. C'était une amie de ma fille. Elle m'a dit ouais, j'ai des copains, là, ils font un groupe. Est-ce qu'ils peuvent venir répéter à côté de l'atelier? Je dis bah, bien sûr. Et puis, c'était tellement bien qu'avec Jérôme, on a produit leur premier album. Puis après, ils ont grandi, ils ont fait leur chemin. Mais vous voyez, c'est aussi le hasard poétique carolien. Et donc voilà, j'ai une relation et j'admire beaucoup, beaucoup Rosemary Stanley, ce qu'elle est devenue, mais qu'elle était déjà, hein, voilà, c'est pas parce qu'elle est plus connue, mais elle était déjà quand elle chantait, elle répétait avec les Moriarty, il y avait déjà Rosemary Stanley qui était là. Là aussi, il n'y a pas vraiment, il y a du travail, mais il n'y a pas le temps n'est pas passé, le temps était déjà là de Rosemary. Et donc voilà, c'était pour moi en plus, quand elle chante, c'est tellement beau. Et puis, les Moriarty avaient fait une chanson autour d'Alice, donc tout ça me paraissait aller couler de source. Voilà. Et puis après, il y a Placebo, qui est pour moi, voilà, Brian Molko, pour moi, est chanteur bouleversant. Et j'écoute beaucoup, beaucoup Placebo, donc il a trouvé sa place tout de suite dans l'histoire, surtout avec Protect Me. Ça, vraiment, c'est. Quand il chante avec David Bowie, moi, je pleure, hein. Voilà, eux aussi en savent quelque chose de l'enfance. Voilà. La pop, cette musique-là, anglo-saxonne, elle transporte plein de choses. Là aussi, on a l'impression que ça a absorbé l'époque victorienne, ça a absorbé tout pour nous restituer quelque chose de très, très, très nouveau. Mais il y a des sonorités qui viennent de très, très loin, je trouve, presque la musique baroque, hein. Pas beau. Sonorité anglaise, anglo-saxonne, qui nous étonnera toujours. Voilà. Et puis Clément Griffo, c'est un pianiste magnifique. Il touche au génie. J'ai jamais 2 représentations de Lewis versus Alice qui se finissent de la même façon, dans l'improvisation qu'il fait. Et Rosemary me dit c'est un enchantement pour elle. Parce qu'elle chante, il l'accompagne en improvisant, et puis après, il a son improvisation tout seul, et c'est lui qui éteint la lumière, comme dit le texte. C'est la musique qui éteint la lumière. Mais ça, il faut un grand pianiste pour ça.
Voilà, donc ça se fait comme ça. Et puis la pole dance, pourquoi c'est venu? Parce qu'un jour, Vanessa m'a dit, moi, je fais de la pole dance. Et évidemment, quand je travaillais, j'ai beaucoup pensé à David Lynch, évidemment. Hein. Difficile de faire autrement, le rêve, etc. Et donc, il y avait des images de pole dance dans les films de David Lynch. Donc, je lui ai dit, moi, je suis d'accord, mais il faut que tu regardes David Lynch. Et donc, comme Vanessa voilà, et je trouvais que la petite Alice faisant de la pole dance, montant pour éviter de se noyer dans la mare des larmes, je trouvais que Vanessa, faisant cette danse un peu féerique, voilà, c'était lynché. Hein. On se fait plaisir aussi. On travaille beaucoup, mais quel plaisir. Et Macha, vous avez aussi honoré, vous avez fait un pun avec la pole dance parce que c'est the pool of tears. Et the pole of tears. Voilà, je vous l'apprends. Merci. Je vais pouvoir faire le bas bleu désormais. Je vais pouvoir le dire parce que je ne savais pas. Vous avez été carolienne jusqu'au bout, là, Voilà. avec ça. Merci. Et du coup, moi, j'avais une question sur Jean Bellorini, du coup, qui fait la lumière. Et vous avez dit que vous avez pratiquement co-créé le spectacle avec lui parce que sa lumière, elle sculptait le spectacle. Et j'aimerais bien que vous développiez sur ce partenariat. Mais vous posez une exacte bonne question parce que quand j'ai commencé à vous dire le théâtre, c'est un art plastique, c'est précisément parce qu'il y a le son qui arrive, parce qu'il y a la musique, parce qu'il y a les corps, la danse, parce que Guillaume Siard nous a fait danser aussi, hein, ils font danser. Et puis la lumière. Et moi, j'ai la chance de travailler, d'avoir pour éclairagiste Jean Bellorini, c'est la chance parce qu'il est aussi metteur en scène. Donc, il fait comme un plasticien, il fait la lumière comme un plasticien, mais il sait ce que c'est qu'une lumière dramaturgique. C'est-à-dire qui entre dans le récit, qui n'est pas simplement là pour éclairer agréablement, pour faire des jeux de lumière, des contrastes, des machins. Oui, oui, bien sûr, il y a tout ça. Hein. C'est un technicien, il pourrait faire la lumière tout seul. Mais non, il est au service de la chose poétique. Et en même temps, il a en lui l'idée qu'il faut construire un récit. Donc il ne fait pas qu'éclairer le spectacle. Il m'aide à construire le spectacle. Et là où il y avait des jeux de reflets, là aussi quelque chose qui désoriente, et puis quelque chose d'une absolue fantaisie, parce que quand même, chez Lewis Carroll, il nous ouvre la porte au féeristique, mais aussi à la fantaisie. Il est allé jusqu'aux couleurs. Vous savez que nous, au théâtre, on aime bien, attention, c'est pour le musical, tout ça, les couleurs au théâtre. Non. Et là, justement, comme le décor est noir, vous pouvez tout à fait, tout d'un coup, avoir des aplats de couleurs très forts, comme ça. Et voilà, étant un artiste à part entière, il a absolument participé de la part plastique du spectacle. Et voilà, et moi, je veux dire, on ne peut pas faire du théâtre sans lumière. C'est pas possible. C'est de bon? Oui. Bonjour, Pierre. J'avais une question peut-être un peu plus d'ordre personnel. Vous mentionnez à plusieurs reprises dans des interviews votre éducation protestante. Vous disiez la protestante que je suis à la détestation de l'ostentatoire, du tape à l'œil. Vous disiez aussi le texte, c'est le texte. On sent chez vous un certain attrait pour le travail peut être bien fait aussi. Et de manière plus générale, j'avais une question concernant la place que cette éducation protestante a jouée dans votre intérêt pour le théâtre, pour l'art de manière générale, et aussi peut-être vos origines russes et par extension orthodoxes, ainsi qu'italiennes et par extension catholiques, dans votre vie artistique. C'est bien résumé le bazar que c'est. Hein.
Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais oui, c'est l'étrange. Bon, le récit est amusant, donc je peux le faire. Effectivement, une partie de ma famille est orthodoxe, a été orthodoxe. Moi, je ne l'ai pas connue orthodoxe. Elle a été orthodoxe, mais comme c'était des orthodoxes philosémites, et que mon grand-père, qui était officier du Tsar, a vu comme cadet des pogroms, notamment bénis par l'Église orthodoxe, il s'est, comme il disait, rapproché des philosophies allemandes, donc forcément du protestantisme. Les protestants étaient présents, extrêmement minoritaires, mais ils étaient présents en Russie. Et tant qu'il a été officier, il n'était pas question de ne pas être orthodoxe, parce qu'ils ne font pas la différence. On était russe orthodoxe, orthodoxe russe. C'était pas, voilà, on ne pouvait pas couper. À partir du moment où il met le pied en France, il descend du bateau, il se dit, voilà, maintenant je peux être protestant. Ce qui a été évidemment dans la société de l'exil russe un truc énorme. Enfin, c'était très mal vécu. Bon. Mais voilà, donc il s'est converti au protestantisme qu'il avait rencontré. Bon, ça fait évidemment un protestantisme russe, mais très ailé, hein, je peux vous dire, mais mystique. C'est un truc assez bizarre. Mais j'aime beaucoup la philosophie protestante et je vérifie tous les jours que l'héritage de mes parents à cet endroit, sur des vraies valeurs, c'est un grand fondement et je leur suis très, très reconnaissant. Cependant, dans la mécanique plastique, le protestantisme, c'est un peu dur. Hein. Voilà. Mais ça vous apprend très tôt, dès l'âge de 8-10 ans, quand vous allez au temple et que le culte dure 2h15, voire 2h30, avec juste quelques versets de la Bible, un lieu absolument austère, votre imaginaire fonctionne bien. Mais ça vous dit aussi que, après, la force poétique du verbe. 3 versets bibliques peuvent vous bouleverser et votre imaginaire peut broder absolument. Et c'est vrai que, comme Lewis Carroll, nos héros, c'était les héros bibliques. Hein, Daniel et la fosse au lion, enfin, toutes ces choses-là. Voilà, on s'accrochait à ça, dans l'austérité du culte. Et après, dans l'éducation protestante, c'était évidemment l'absolu respect de toute forme de minorité, mais aussi une forme de nivellement. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas être plus intelligent que l'autre, il ne fallait pas plus ceci que l'autre. C'est presque si vous sautiez 1,10 m en hauteur, il ne fallait pas sauter pour que celles qui sautaient 1,5 m ne se sentent pas humiliées. Vous voyez. Donc il y avait un moment où quand même, c'était un peu dur. Quoi. Après, c'était aussi la conscience directe avec Dieu. Débrouille-toi ma grande avec tout ça, avec la transcendance. Grande solitude. Donc moi j'adorais, comme ma grand-mère quand même m'avait emmené 2-3 fois en douce dans une église orthodoxe, en me faisant jurer de ne jamais le dire. Elle allait quand même mettre un cierge en cachette de son mari. Je me suis dit que le rituel orthodoxe dans sa sensualité me plaisait beaucoup. Et puis l'interdit l'église catholique comme un lieu de relique interdite, parce que vraiment c'est le dévoiement du christianisme. Bon, évidemment que j'y allais tout le temps, en douce. Et que je me suis mise à aimer profondément la scénographie d'une église catholique, où quand même, c'est eux qui ont la meilleure scénographie, hein, franchement. L'ordonnancement, le sacré des objets, les reliques. D'ailleurs, j'en fabrique moi-même, c'est pour vous dire que ça m'a marqué. Hein. Donc voilà, c'est vrai que ce mélange de trois formes de mysticisme, mais dans le protestantisme, j'aime bien aussi le minimalisme. C'est-à-dire qu'avec très peu, on peut raconter beaucoup. Avec 2 talents, on peut en rendre 4. L'obligation de faire plus avec peu. Et moi qui ai travaillé, j'ai eu la chance très très jeune de rencontrer Antoine Vitesse. Je ne sais pas si c'est un nom qui vous dit quelque chose, mais je vous recommande la lecture de ses mises en scène, etc. Et c'est vraiment un immense metteur en scène et un immense intellectuel. J'ai aimé Antoine Vitesse parce qu'il faisait un théâtre très protestant, c'est-à-dire qu'il faisait une tragédie avec un seau et un chiffon et Montephèdre. Et il disait
on peut raconter, l'histoire se raconte avec rien. Et le théâtre a lieu. Et quand même, pour quelqu'un qui était proche du Parti communiste de l'époque, il y avait déjà une mystique du théâtre. Donc je l'aimais bien parce qu'il était dans une austérité absolue et en même temps, il faisait naître une mystique du théâtre. Et dans le protestantisme, moi, je ne cherchais qu'une chose, c'était l'imaginaire et la mystique. Voilà, donc on s'entendait très bien. Enfin, j'exagère quand je dis ça parce que pour moi, c'était un maître. Mais il nous accueillait vraiment comme des alter ego. Aussi, j'ai appris cet endroit, cette géographie où tout le monde pouvait venir et tout était théâtre. Et au théâtre des Quartiers d'Ivry, c'était admirable parce qu'il y avait la dame qui descendait de son HLM avec son tricot. Les femmes tricotaient beaucoup encore. Hein. Et elle venait, puis elle assistait au cours de théâtre. Moi, j'étais très contente. Puis on lui demandait rien, on disait qu'est-ce que vous faites là, pourquoi vous êtes entrée ici, qui êtes-vous madame, pas du tout. Voilà. Puis un jour il m'a dit écoute, qu'est-ce que tu veux faire comme exercice? Je lui ai dit je voudrais faire une crèche qu'avec des acteurs comme des animaux. Bon, j'avais 20 ans et normalement n'importe qui au théâtre, au conservatoire m'aurait dit je sais pas, il faut peut-être faire quelques cures d'analyse parce qu'il y a un problème là. Hein. Et Antoine m'a dit quelle bonne idée. Et on a commencé une conversation sur les évangiles. Et lui-même a monté un spectacle à partir des évangiles et de la lumière. Et il me disait, mais c'est quoi la lumière dans les évangiles? Et voilà, on parlait de ça. Donc vous voyez comment un homme qui avait été le secrétaire d'Aragon, qui était très proche du mouvement communiste, mais enfin un peu à la Pasolini, hein, c'est-à-dire c'est des grands intellectuels. Hein, c'est pas... Voilà. Il y avait du niveau. Comment cet homme-là, au fond, était absolument tenté par l'expérience. Qu'est-ce que c'est que la mystique? Et d'ailleurs, il a fini par monter Claudel. Parce que le poétique et le mystique, à un moment donné, ça se rencontre. Et vous voyez l'ouverture d'esprit. Et quelle chance! Quelle chance! Je ne remercierai jamais assez le fait d'avoir rencontré Antoine Vitesse, qui est ce grand initiateur. Vous savez, c'est des êtres qui vous transmettent quelque chose, on ne se rend pas compte tout de suite, mais immense pour toute la vie. Et surtout, être autorisé à faire ce pourquoi vous êtes venu sur Terre. Il nous le disait d'ailleurs. Voilà. Donc je vous parle d'Antoine Vitesse, et ça c'est une très bonne chose, et je vous recommande de lire tout ce qu'il a fait. Merci. Bonjour, je m'appelle Thomas et voilà, je voulais vous poser une question qu'on pourrait peut-être qualifier de question d'équilibre. J'ai l'impression que vous bannissez la lourdeur dans votre théâtre et que vous préférez plutôt la légèreté, le comique, l'euphorie, la musique. Et je me demandais du coup si vous étiez en guerre contre la lourdeur à ce moment-là. Et pour vous expliquer peut-être un peu, enfin, je pourrais vous poser une autre question du coup. Est-ce que vous inscrivez votre théâtre dans une lignée d'autres metteurs en scène, comme par exemple Beckett, qui lui, par exemple, je trouve que bon, c'est le théâtre de l'absurde, hein, comme on dit souvent, mais lui, chez lui, il y a une certaine lourdeur qu'il exploite infiniment, quoi. On contemple la finitude, la catastrophe. Bon, tout à l'heure, vous parliez de la représentation du désastre de l'enfance sur scène. Mais chez vous, je pense que dans votre théâtre du nonsense, ce serait plutôt quelque chose de plus léger que l'on chercherait. On chercherait à faire l'illusion de cette lourdeur, justement. Voilà. Je crois que l'esprit, c'est pas lourd. Voilà, donc il faut... Lewis Carroll a de l'esprit. Il n'est pas lourd. Hein. Je déteste l'ennui. Je sais qu'on a fait l'éloge de l'ennui au théâtre. Et il y a des gens qui le pensent vraiment, et je respecte tout à fait leur pensée, il y a de la place pour tout le monde.
il faut s'ennuyer au théâtre parce que voilà, c'est un état dans lequel ils se sentent bien. Moi, l'idée de pouvoir ennuyer l'auditoire euh, me ferait tomber dans un état de panique absolue. Je veux dire, si je sens que l'auditoire se détache du spectacle, j'en suis malade. Les quelques fois où j'ai vu un spectateur sortir, peut-être parce que, voilà, quelquefois il revient d'ailleurs, il est juste allé faire un petit détour physiologique. Mais j'ai un coup de poignard. Non, non, je crois que ne pas être lourd, c'est une forme d'élégance à l'égard de l'autre. Mais la fantaisie aussi. Je crois qu'on peut vraiment aborder des choses absolument dramatiques et difficiles, inquiétantes. Mais s'il n'y a pas la dose d'humour, c'est pour ça que j'aime tellement la littérature anglo-saxonne. Toujours, hop, à un moment donné, on fait le pas de côté pour regarder la situation un tout petit peu décalée. Je crois que c'est une forme à la fois d'élégance et de survie. Les armes de la fantaisie, c'est pas moins, c'est une autre grammaire. Je vous donnerai pour exemple Jacques Tati. Jacques Tati fait jamais un gag qui va jusqu'au bout. Moi, j'ai eu la chance de le connaître aussi, hein, vraiment. Il est venu voir nos premiers spectacles et on a beaucoup parlé. Et Jacques Tati disait, il faut jamais achever un gag. Si vous achevez un gag, ben vous êtes plus intelligent que le spectateur. Donc, bon, si vous êtes plus intelligent que le spectateur, lui, il est là, il est consommateur de ce que vous avez fait. Il dit, ah bah oui, il est fort, hein, il a fait un gag. Il dit non, si vous arrêtez le gag juste avant, vous le laissez finir l'histoire. Vous lui donnez pas tout. Son voilà, lui, il disait pas imaginaire, il disait lui, il se met au boulot. Mais chez Jacques Tati, qui s'appelait Tati Chef, et qui était d'origine russe, il y avait une grande élégance à dire que l'autre est peut-être plus intelligent que moi. Une fois que vous avez eu moi, si vous voulez, j'adhère à ça. J'ai pas envie de tout dire. Je pense que l'intelligence de chacun, mais surtout l'intelligence de cette masse étonnante qu'est un public, est absolument surprenante. C'est une force qui vient à la rencontre des acteurs et il se passe quelque chose de puissant. Donc, je pense que le théâtre n'est pas une démonstration de l'intelligence. C'est bien plus que ça. Et ça nous dépasse. Voilà. L'auditoire et nous autres. C'est encore une troisième dimension. Donc, c'est pas la peine de faire. Puis alors, moi, j'étais abreuvée de théâtre post-brechtien avec du marron, des trucs explicatifs, redondants, où on disait il fait froid, le type avait froid, le texte disait qu'il faisait froid, mais on mettait de la neige. Enfin, je veux dire. Et puis, l'esprit de sérieux, quand même, pendant des décennies du théâtre français, ils se prenaient pour des Allemands, enfin, c'était insupportable. Nous, on s'est moqué de ça, vous ne pouvez pas savoir. On riait, ils s'habillaient en ouvriers, avec des casquettes, ils n'étaient pas plus ouvriers que moi, enfin, un peu plus. Non, nous, on a beaucoup ri de ça. Mais au fond, au départ, c'était une colère, hein, un énervement, disons. Mais non, l'esprit de sérieux, c'est insupportable. C'est à bannir définitivement de toute existence. Je pourrais peut-être rebondir, si possible. Vous parliez tout à l'heure de printemps, de penser de réinvention, que le théâtre, c'est une réinvention de l'espace-temps, et que je ne sais plus exactement, mais vous aviez parlé de printemps, et ça m'a fait penser au nom que donne Tristan Garcia à une ruse contre la modernité qu'il a appelée de primavérisme. Et du coup, voilà, pour lui, c'est une sorte de ruse d'intensification passagère contre le désenchantement de la modernité. Donc c'est ça un peu ce que vous essayez de faire, non, aussi? C'est très bien dit. Et oui, je sens bien un cousinage, là, tout à fait. Et bien sûr qu'on a tout un arsenal de ruses, d'artifices pour rendre les choses vivables. Mais je crois que la vérité, elle vient de la représentation. Je crois qu'on est
le théâtre est fait de réel. Bien sûr, les corps sont vrais, les choses sont vraies. La lumière, c'est très réel, hein, c'est très technique, hein, c'est au départ, puis ça devient miraculeux, mais c'est d'abord technique. Mais la représentation rend le réel, propulse le réel dans une autre dimension. Et la vérité est plus importante dans la représentation que dans le réel. La fiction est pour moi supérieure à la réalité. J'aime beaucoup les documentaires, mais un spectacle de Joël Pomera est supérieur à un documentaire historique, pour moi, parce qu'il nous attrape à un endroit où toute la science ne nous attrapera pas. Et en plus, il attrape tout le monde. Là où la science ne peut pas attraper tout le monde, parce qu'il faut quand même une initiation. Je ne dis pas qu'il ne faut pas d'initiation au théâtre. Bien sûr qu'on s'initie au théâtre. Il faut s'initier tôt. Mais néanmoins, le théâtre que j'aime, c'est un théâtre qui est suffisamment plastique pour que si vous ne parliez pas un mot de français, si vous ne compreniez pas notre langue, petit bonhomme de 10 ans qui déboule, qui est d'origine turque, qui s'assoit dans la salle, même s'il regarde un Molière, il en est pour son compte. De couleurs, de mouvements, de rapports entre les êtres, des corps étranges, des vêtements qui racontent des choses, du plateau, le décor qui bouge. Et au fond, le petit gosse, il repart. Sûr, il n'a pas compris un alexandrin, mais il a compris ce que c'était que le théâtre. Le théâtre, c'est ça. C'est plus fort que l'appréhension du langage. Voilà. Et je pense que, voilà. Moi, je pense toujours à ça quand je monte un spectacle. Je me dis, allez, tu fais venir un petit garçon, une petite fille de 10 ans qui ne parle pas notre langue. Marseille, c'est fréquent. Hein. Et quand il va repartir, elle va ressortir, qu'est-ce qu'elle aura emporté? Est-ce qu'elle aura compris ce que c'est que le miracle absolu du théâtre? La représentation du monde. Non, vous ne comprenez pas la langue, c'est pas grave. Moi, j'ai entendu des Shakespeare à Londres. Franchement, si j'ai compris un dixième de ce qui... En mots, hein. Je ne comprenais rien du tout, mais je m'en foutais complètement. J'ai compris ce que c'était que la représentation de Shakespeare. C'est bien plus fort que... Après, je reprends le texte, hein, il y a des traductions, tout va bien. Voilà. C'est pour ça que la part plastique du théâtre et le théâtre comme art plastique m'importe tant. Voilà. Merci. C'est aussi un des points communs que vous avez avec Lewis Carroll, parce qu'il avait cette sensibilité plastique intense, que vous avez aussi, Macha. Donc, vous voyez, on parlait tout à l'heure de ce qui vous avait point chez lui, hein, au sens barthien, mais vous possédez cette sensibilité-là, cette sensibilité plastique, cette conscience que tout est plastique. Et je pense que Carroll l'a possédé profondément, comme vous. Lui, son génie, c'est que c'est de la littérature. Mais vous lisez une page de Carroll, vous voyez les choses. Il n'y en a pas tant que ça. Hein. Surtout dans cette dimension-là. C'est-à-dire que vous passez dans un autre espace-temps, vous avez des dimensions qui ne vont pas du tout ensemble, rien ne va ensemble, et ça fait un univers. Et ça nous dit quand même qu'il y a une liberté poétique sans laquelle le spectacle n'aura pas lieu. Donc il faut arriver à la dimension... Cet espace-temps, c'est l'espace-temps poétique. Oui. Auquel nous avons droit tous, et comme spectateurs, et comme inventeurs d'images et de théâtre. Au fond, Carroll nous réunit. Il y a un autre versus, oui. Il nous réunit, on est face à face, effectivement, et pourtant, on est ensemble, et il y a une troisième dimension qui naît de ce versus. Il va très loin, je veux dire, c'est une philosophie du regard, Lewis Carroll. Bien sûr il conserve l'insolence de l'enfance et surtout cette demande infinie, illimitée de questionnement de l'enfance. Mais en même temps, voilà, il nous pose à l'endroit de notre liberté d'inventer notre propre espace-temps. Mais on est face à face avec lui. Hein. C'est une expérience. Hein. Absolument. Est-ce qu'il y a encore quelques questions?
Il nous reste un petit peu de temps, on va... Voilà. Alors moi j'ai une question. J'ai une question. On a étudié l'adaptation de Jan Svankmajer. Peut-être que vous êtes familière avec cette adaptation. On a travaillé l'adaptation cinématographique de Alice par Jan Svankmajer. Je ne sais pas si vous êtes familière avec cette adaptation. Écoutez, moi j'aime beaucoup voir ce que font les autres et quand on est quand on est soi-même en train d'inventer, au bout d'un moment ça nous énerve. Hein. D'accord. Il faut vite oublier. Mais parce qu'on voyait beaucoup de points communs en fait. Vous avez apparemment une compréhension d'Alice qui fait écho. On voit notamment la présence de beaucoup d'animaux empaillés. On voit. Oui, c'est vrai. Dans l'adaptation cinématographique de Svankmajer, les animaux empaillés sont partout. Oui. Tout est empaillé sauf Alice. Il y a aussi les personnages, quand Alice parle, ça se finit par dit Alice. Et donc j'aurais juste aimé que vous commentiez ces aspects-là. Et ben, vous voyez, sincèrement, j'avais pas conscience qu'il y avait dit Alice. Dans Lewis versus Alice, Oui, mais pas dans le film aussi. Oui, dans le film aussi, oui. Oui. Alors là, je vais regarder à nouveau. Ça m'a échappé complètement. Ouais. Non, moi je l'ai gardé parce que c'était une distanciation intéressante et ça asseyait la représentation. Alice, elle n'est pas sûre elle est de quel côté, du récit ou c'est son histoire à elle? C'est assez inquiétant. Alice qui nous dit Alice. On se dit mais c'est quoi on est où dans la littérature? D'ailleurs, quand on lit, quelquefois, ça fait ça. Même en dehors de Lewis Carroll, on adhère tout d'un coup au texte, on a l'impression d'être le personnage, puis tout d'un coup, quelque chose dans la phrase hop, nous fait dire mais non, c'est elle qui dit ça, ou c'est lui qui dit ça. Et on était en train d'absorber. Et oui, ça m'est apparu absolument normal. Et les acteurs ont résisté à ça. À chaque fois, ils me disaient mais t'es sûr qu'on dit Alice, on dit ceci, enfin, t'es sûr, c'est pas la peine, ils vont comprendre. J'ai insisté parce que, comment vous dire, on sait pas tout. Hein. C'est le plateau qui décide aussi. Et il faut avoir la simplicité d'expérimenter au plateau. Et après, on a une conviction et on défend sa conviction. Et puis après, tout d'un coup, ça s'est installé dans le spectacle. Il n'était plus question de faire autrement. Mais oui, on est inspiré par plein de choses. Mais c'est très étrange quand on... Moi, je travaillais au sujet de Lewis Carroll. C'est plein d'autres choses qui m'inspiraient. Bien sûr, j'ai vu beaucoup de choses sur Lewis Carroll, mais ça m'a vite agacée. Parce qu'il fallait que je trouve un autre endroit. Et par exemple, pendant que j'écrivais l'adaptation, je suis allée voir ma fille à Madrid, qui habite Madrid, et puis elle m'a emmenée voir les Gréco, et je suis allée voir l'enterrement du comte d'Orgaz. Et j'ai eu une révélation absolue. C'est comme pour le décor, vous voyez, c'est pareil. Après, j'avais la carte postale avec moi tout le temps. C'est-à-dire que j'ai vu dans ce tableau exactement la mécanique carolienne. Et presque victorienne, alors que c'est un tableau de 1500 et quelques. Hein. C'est-à-dire qu'il est composé de deux zones. En bas, il y a l'ordonnancement de très hiératique de tous les... de toute la société espagnole, très stricte, comme ça, ils ont tous des visages en lame de couteau, ils sont absolument dans une fixité absolue, une régularité comme ça. Il y a le jeune comte d'Orgaz sublime dans sa cuirasse sublime, brillante. Il y a un enfant au premier plan, ce qui était absolument interdit à l'époque. Et on tient le corps de ce jeune homme à regarder, vous vous demandez, vous ne voyez pas du tout un enterrement, sauf qu'eux, ils font des têtes épouvantables. Mais lui, il a l'air de dormir, d'être dans un rêve. Alors en bas, c'est strict. Alors, à côté, la société victorienne, c'est très très drôle. Hein. Et puis au-dessus, il y a le ciel. Et alors là, il y a
il y a tous les personnages du ciel, il y a des pieds qui pendent, il y a des clés qui volent, il y a des nuages, les corps sont tous désarticulés. C'est un chaos absolu. C'est une danse incroyable. Et donc là, le réel est organisé comme quelque chose d'absolument fixe. Le mort est peut-être un dormeur. D'ailleurs, l'enfant qui est au premier plan, qui était le fils du peintre, nous regarde, comme par hasard, un enfant nous regarde en disant c'est un peu bizarre tout ça. C'est vrai ou c'est pas vrai la peinture? Et là-haut, tout ce qui est le ciel, c'est le chaos. C'est le baroque absolu. Et je trouvais que c'était absolument carolien, parce que le ciel et même la religion de Lewis Carroll ne fait pas la différence entre les personnages bibliques, les ectoplasmes, les fantômes, les fées, les lutins, tout ça, c'est son ciel à lui. Et ça danse partout, ça saute partout, c'est là sur votre table. Vous retournez, il y en a 2 qui sont passés. En revanche, la société victorienne, et la société victorienne, quand même, elle tient le conte, l'équivalent du conte d'Orgaz, qui est soi-disant mort, mais qui est peut-être le rêveur. Et j'avais vu dans ce tableau, qui m'a absolument bouleversée, au fond, la mécanique du spectacle. Merci. Une dernière question? Oui. Pierre, oui. Et alors, on en prendra une dernière avec Léna et on clôturera. Oui. Merci. Pour reprendre ce que vous disiez, Madame Gasquet, par rapport à la qualité plastique de votre œuvre, j'ai récemment lu votre bréviaire et j'ai énormément apprécié la lecture puisqu'il m'a rappelé d'une autre œuvre qui, comme on pourrait dire en anglais, est devenue un trope, un topoi de la littérature nostalgique, qui est La première gorgée de bière de Philippe Delerme. Et il a été publié 1 an avant votre bréviaire, en 97. Et j'aurais aimé savoir si votre rapport, par exemple, à l'œuvre de Delerme, et si nécessairement chez vous les objets ont forcément cet aspect iconique et nostalgique, comme les objets peuvent apparaître chez Delerme, ou s'ils ont aussi, pour reprendre vos origines protestantes, cet aspect utilitariste qui colle plutôt bien à un environnement protestant. Vous savez, mon protestantisme, je l'ai un peu bousculé. Hein. À part quelques valeurs premières que je garde, comme je vous dis, le respect des minorités, je pense que je suis passée... mon pas de côté est assez important. L'œuvre de Philippe Delerme, bien sûr, je la connais comme tout le monde, mais très très mal, donc je ne me permettrai pas de vous faire une vraie réponse parce que je ne la connais pas assez. Pardon. Hein. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de nostalgique dans ce que je fais, pas du tout. Non, c'est plutôt comment vous dire? C'est plutôt un combat pour arrêter le temps. C'est aussi quelque chose qui disparaît. Et ces objets-là, c'était aussi... c'est aussi... Ils avaient une éloquence terrible. Ils étaient assez terribles. Je veux dire, tout d'un coup, le bréviaire, c'est loin, mais tout d'un coup, je le revois. Mes parents étaient un peu modernes, donc j'avais des maillots de bain à peu près corrects. Mais j'avais parmi mes camarades des maillots de bain tricotés en laine. Et j'ai vu des jeunes préadolescents, à l'époque on ne les appelait pas préadolescents, c'était des enfants grandis, on disait. Et des préadolescents qui déjà n'étaient pas très à l'aise avec son corps, quand ils sortaient de l'eau avec un maillot de bain tricoté, avec amour. Je vous laisse imaginer le désastre affectif que ça pouvait être, outre que c'était insupportable, au contact, j'imaginais, je n'ai jamais eu, très laid, et surtout il allait se cacher dans le sable très vite, parce que ça mettait des heures à sécher, et c'était une trahison de l'amour aussi, parce que je pense sa mère ou sa grand-mère a dû lui dire « Mais regarde ce que je t'ai tricoté, comme c'est beau, et tout ça », et il l'a enfilé parce qu'il aime sa mère, et il s'ensuit ce qu'il s'ensuit. Donc, évidemment que ce sont aussi des scénarios, j'espère, où l'humour intervient, plus que la nostalgie. J'avais une question
Pardon. J'avais une question justement par rapport à ces objets également, et surtout leur place et leur valeur. Vous parliez des objets que vous récupériez pour la pièce, mais aussi pour l'exposition. Comment vous choisissez lesquels vont apparaître dans la pièce, lesquels pour l'exposition? Et surtout, est-ce qu'il s'agit d'une juxtaposition de type qui rappelle un peu l'esthétique victorienne et les cabinets de curiosité? Ou est-ce que c'est un moyen de recréer une autre hiérarchie de ces objets? Ou est-ce qu'ils ont justement de la valeur parce qu'ils sont déclassés, comme vous l'avez dit tout à l'heure? Ou est-ce que vous voulez leur apporter une autre valeur? J'aimerais que vous développiez un peu. Alors, je vais être... comment vous dire? Là, j'ai l'air à peu près sensée. Dans mon rapport aux objets, je suis complètement toquée. Hein. Donc, je ne suis pas du tout du côté de l'intelligence. Et la réflexion à laquelle je pourrais répondre avec vous d'intelligence, d'analyse, moi, je ne l'ai pas du tout à ce moment-là. Je pars comme une cinglée. Je cherche des choses, mais c'est comme un appel névrotique, vraiment. On pourrait dire, elle n'est pas bien, hein, elle n'est pas bien. Et je cherche des objets, j'en ai besoin, je les cherche comme comme par mission. Et je lis vraiment avec beaucoup vraiment de simplicité. J'ai besoin d'aller les trouver. J'ai l'impression que je ne peux pas les laisser là. Et qu'il va falloir que je les mette dans une histoire, et que je les raconte, que je les célèbre, et que ça va devenir... je ne pourrais pas faire autrement. Et c'est depuis toujours. Et quand j'avais mes enfants étaient petits, ils avaient honte, comme ils me disaient. On a honte. Je dis, mais pourquoi vous avez honte? Parce que quand j'allais chercher à l'école, autour des arbres, il y a souvent des choses qui traînent. Je les emportais. Ils me disaient, mais laisse ça, laisse ça. Mais non, mais apprends pas ça. Bon, maintenant, à présent, ils font presque comme moi. Hein. Ils m'apportent des trucs, ils me disent, ça pour ton spectacle, ça va être bien. Je les ai convertis. Hein. Mais voilà, c'est quelque chose de... C'est pas une relation très facile, c'est un truc un peu... c'est pas un rapport d'intelligence, je me dis pas, tiens, je vais chercher un objet tranquillement, qui sera jaune, il sera bien, et puis là, je vais mettre du jaune et tout ça. Non, non, c'est un peu plus compliqué, un peu plus fou, et l'intelligence arrive après, mais vous savez, moi, je me méfie beaucoup des metteurs en scène qui font de la dramaturgie a priori, parce que après, a posteriori, on peut parler, parce qu'on devient spectateur de ce qu'on a fait. Donc, voilà, on peut prendre du recul et vous dire, ah oui. Après, on peut faire le récit de comment ça s'est passé. Mais ça veut dire qu'on a l'intelligence avant. Non, non, non. On a un truc frénétique qui vous prend. Et après, on a trop d'objets. Je sais que j'embête tout le monde avec tous ces trucs que j'apporte. Hier, j'ai rencontré une dame qui vend des vêtements anciens. J'ai pris plein de choses qui, a priori, je ne sais pas du tout ce que je vais en faire, mais je sais que c'est comme des crayons de couleur et que je m'en servirai un jour et que là, il y a une éthique. Il n'y a rien qui ne jouera pas. Voilà. Tôt ou tard, ça joue. Mais sur l'instant, c'est très bizarre. D'accord, merci. Après, c'est vrai qu'il y a un travail de palette. Hein. Une fois qu'on a inventé le spectacle, bien sûr que je regarde le décor et que j'équilibre les couleurs. Hein. Ça, oui, c'est un bonheur absolu et j'y tiens beaucoup. Merci beaucoup, Macha, de vous être prêtée à l'explication, à la déconstruction de votre esthétique pour nous. Merci de nous avoir régalés. Évidemment, je regarde ma montre et j'ai pas du tout envie de m'arrêter, mais je me dis que vous devez être fatigués. Alors, avant de clore cette séance, je vais laisser la parole à France Laredo. Si, parce que j'ai oublié de lui laisser au début. Donc, voilà. Donc, France, tu viens? Non, oui, simplement, au niveau de cette rencontre, de cette masterclass, il y avait un réel travail pédagogique réalisé par le professeur Gasquet et Guillaume Braquet. Donc moi, je voulais les remercier pour leur confiance. Vous remercier Macha, mais aussi le TNP, puisque initialement, donc, il y avait votre spectacle, mais il y avait aussi
la grande générosité du TNP d'accueillir une exposition réalisée par 4 artistes. Et donc, je remercie la présence d'Asik Silis et de Daniel Stéphane, puisque c'était une exposition qui s'appelle Happy Birthday Alice. Et là, Asik va vous remettre, puisque nous avons été très honorés, cette exposition qui devait se tenir au TNP était également, il y avait également un ouvrage en lien avec cette exposition, et le président nous a fait un grand honneur, c'est d'accepter de pouvoir éditer cet ouvrage. Et là, Asik va vous remettre un exemplaire. Merci à vous tous. Merci. Je voulais vraiment vous remercier infiniment remercier bien sûr Laurence et Guillaume, mais vraiment de la qualité de vos questions. Et vous ne pouvez pas savoir comme ça porte et comme ça donne du sens à ce qu'on fait, ce partage-là. Merci infiniment. Comme France vient de le dire, nous étions 12 artistes, Daniel et moi, à créer une exposition, une installation en hommage, on va dire, à Alice au Pays des Merveilles, et autour de ce qui se passe autour d'Alice. Et ce livre-là, ce roman-là illustré, fait partie de cette installation. Donc on est fiers de vous Je suis ravie de rencontrer 12 artistes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et Daniel, ainsi que 2 autres artistes, ont écrit leur Alice. Et Asik est un spécialiste de l'infographie. Donc vous verrez, ce page est impressionnant. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Très contente. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, Macha, merci encore. J'ai envie de vous proposer un abonnement. Vous viendrez tous les mois, toutes les semaines, tous les ans. Vous êtes toujours la bienvenue à Lyon 3. Vous serez... Voilà, vous serez toujours la bienvenue à Lyon 3. J'espère que nous allons travailler ensemble. Et voilà, je voulais remercier mes masters, mes chers masters, qui avaient tellement peur que vous ne veniez pas et que tout s'écroule. Donc, vous voyez, on a réussi à avoir cette séance. Merci, Macha, d'être venue nous voir. Nous irons voir votre exposition en juin. Nous allons y aller tous ensemble. C'est la première fois dans toute ma carrière, vous voyez, ça fait 25 ans que j'enseigne à la fac. Je n'ai jamais fait une sortie en dehors de la fac, vous voyez, avec mes étudiants. Et c'est un plaisir, c'est un bonheur. Voilà, ce sera la première fois, vous voyez, voilà, depuis que... Et ce sera pour voir votre œuvre, Macha. Et on s'en réjouit tous. Parce que, vous savez, c'est très rare que les universités... voilà, c'est quelque chose... Voilà. Là, vous voyez, Lyon 3 nous l'a permis. Et nos étudiants sont des étudiants de... Voilà, je voulais vous dire merci à vous aussi de votre travail, de votre implication dans tout cela. Et merci encore, Macha. Voilà, c'est vraiment un plaisir. Et merci Felicity d'avoir montré les images. Merci Victor aussi. Je ne sais pas où il est, Victor. Il est là-bas. Merci beaucoup. Voilà. Voilà. Et puis, voilà. Ce n'est qu'un au revoir. À bientôt. Merci beaucoup.